Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il vous souvient que le 9 août dernier, le président de la République a signé le décret fixant les modalités d'exercice de la police municipale. Le texte de 36 articles précise en quelque sorte les missions assignées à la police communale, des missions mises en œuvre en collaboration avec les administrations compétentes de l'État dans le strict respect des lois et règlements en vigueur. Nous parlons de ce sujet à scène de presse dans le but premier de faire comprendre ce qu'est la police municipale au terme de la loi, indiquer les rapports entre la police municipale et les services de maintien de l'ordre. Nous avons fait appel à cette occasion à des compétences, des personnes ayant acquis des connaissances par l'expérience ou la formation dans ce domaine particulier. Nous voulons indiquer ici la présence de Madame Marie-Rose Binembe, qui est tout à ma droite. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Monsieur Alega. Vous êtes auteur du livre « La police municipale à l'ère de la décentralisation » au Cameroun. Vous êtes enseignante associée à l'Université de Douala. Par ailleurs, secrétaire général de la commune de Mengan. Merci de nous faire l'honneur d'être sur ce plateau. Tout à côté de vous, il y a donc à ma gauche plutôt, Simon-Pierre Ediba. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, Séverin, et bonsoir à tous les panélistes, et surtout aux populations d'Obala qui nous regardent, et que je représente ici en tant que maire. Bonsoir à vous. Vous êtes maire donc de la commune d'Obala, un acteur de terrain. Vous êtes maire depuis 2007 et je rappelle également que vous êtes expert en assurance maritime et portuaire. À côté de vous, nous avons le professeur Jean-Claude Atangana. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Séverin. Vous êtes politologue, maître de conférence, enseignant des sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, c'est cela? C'est cela. Professeur Atangana est également auteur. Il a commis beaucoup d'ouvrages. Il a la parfaite maîtrise des questions du droit public. Merci également d'être avec nous. Je n'oublie pas Jean-Pierre Ombolo. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Séverin. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Potentiel International. Également, vous êtes directeur opérationnel Zone Afrique de ce journal appelé Monde Économique. Merci d'être là. Merci Séverin. Je voudrais qu'on commence par un sujet qui ne vous a certainement pas échappé, un fait d'actualité abondamment relayé par les médias sociaux, les médias en ligne. Vendredi, un acte d'une extrême violence a enflammé la toile. On a vu circuler un enregistrement vidéo devenu viral présentant une dame à bord d'un véhicule qui se fait battre à coups répétés par un homme qui s'est visiblement laissé emporter par la colère. Alors, la question à vous d'abord, Madame Binembe, au-delà de l'appréciation subjective que l'on peut avoir de cet incident, appelons ça incident, cet événement malheureux nous parle. Merci, monsieur Alega, de me passer la parole. Avant de parler de cet événement, je voudrais d'abord dire merci au chef de l'État qui a bien voulu solutionner la problématique du fonctionnement des services de police municipale par la promulgation de ce décret qui fixe les modalités d'exercice de la police municipale. Donc, après cela est dit, naturellement, ce genre d'événement nous parle. Parce que vivre une telle violence dans la cité nous interpelle tous. La loi a prévu des mécanismes de sécurité et de sûreté. Nous avons la police nationale qui est chargée de veiller à la sécurité des personnes et des biens, qui est chargée également de régler ce genre de problème. Mais à côté de la police nationale, qui a une compétence nationale, voire même transnationale, nous avons une police de proximité, la police municipale en l'occurrence, la police de la localité, qui est chargée de veiller au respect des règles de civisme dans le territoire. Donc, l'événement que nous avons vécu là, nous voyons un monsieur qui porte atteinte à l'intégrité physique d'une dame. Ça ne peut que nous interpeller. Si nous avions eu la police municipale à ce moment-là, peut-être que la police municipale aurait agi et nous n'aurions pas connu cet événement malheureux. Donc moi je pense que avec la police municipale que nous aurons désormais dans nos rues, je pense que nous pourrons nous balader dans nos rues un peu plus en sécurité. Monsieur le maire, c'est courant, ce type d'incivilité, ce manque de rapport avec l'autre
ça se vit dans la rue, dans les marchés, etc. Comment vous, en tant que chef exécutif communal, vous réglez ce type de problème? On sait que ça existe. Mais pour revenir à votre vidéo, je dois déjà dire que je ne suis pas un adepte de ce genre de production. Parce que si c'est un film que nous avons vu, bon, on peut dire que c'est un... Mais si ce que j'ai vu en quelques secondes, ce que j'ai regardé est vrai, c'est regrettable. C'est regrettable de voir un citoyen se comporter comme ça, parce qu'il est dans la rue. Je voudrais emboîter le pas à madame en disant que si la police municipale était là pour régler la circulation, peut-être qu'on aurait évité ce genre de comportement, parce qu'ils se sont retrouvés là à deux, et l'homme a cru de pouvoir régler son compte là, parce que je crois qu'il accusait la dame d'avoir froissé son véhicule. Mais ce n'est pas de cette manière-là qu'un citoyen devrait se comporter, même s'il est dans la rue. Donc, un chef d'exécutif communal n'a pas compétence directe sur ce genre d'affaires ou de faits, mais nous regrettons tous qu'un tel comportement soit affiché par quelqu'un qui visiblement a été équilibré, mais qui a été emporté par la colère. Donc, il faut revenir à des meilleurs sentiments. Je ne sais pas si j'ai un pouvoir. J'ai peut-être un pouvoir de police que me confère la loi et le décret, mais je ne sais pas si j'ai un pouvoir d'aller régler ce genre de différends sur la voie publique. Si ça se produit à Obala, on ne laissera pas faire. Si nous avons un dispositif qui peut permettre d'encadrer les citoyens dans la rue, de les protéger, de les accompagner, on pourrait prévenir un certain nombre de choses. Et d'où notre satisfaction à vivre l'ère nouvelle avec ce nouveau décret qui était très attendu. Vous savez que c'est un décret d'application de la loi de 2019. Je pense que nous pouvons maintenant tout mettre en œuvre pour que ce dispositif réglementaire, législatif et réglementaire puisse être appliqué sur nos territoires afin d'éviter ce genre de comportement malheureux dans les rues. Jean-Pierre, au quotidien, c'est fait d'actualité, non de la presse nationale, la presse internationale. Le volume est inquiétant d'ailleurs, hein, parce que quand on lit nos journaux, on a l'impression qu'on vit de cela. N'est-ce pas là l'occasion pour la presse de sensibiliser un tout petit peu, parce que ce que le maire dit, on a vu quelqu'un se laisser emporter par la colère, agir, et tout à côté, il y a des gens qui passent tranquillement, comme si rien ne se passait. Est-ce que ça ne nous interpelle pas? En fait, interpeller aussi la presse, il doit aller dans ce sens-là. Oui, je crois que la presse a un rôle important à jouer pour restaurer un peu la morale dans la société. C'est très important. Mais ce qui est acceptable aujourd'hui, c'est de reconnaître l'autre comme un être humain. Ce qui est acceptable, c'est de le supporter, de tolérer les autres, quel que soit leurs manquements, quelle que soit leur faiblesse, quel que soit leur défaut. Nous sommes appelés à vivre en société. Donc, par conséquent, nous devons prôner les valeurs de tolérance, les valeurs de maîtrise de soi. Nous croyons avec l'avènement de la police municipale que les policiers municipaux, n'est-ce pas, vont sensibiliser. Vous fondez beaucoup d'espoir sur la police municipale, on espère qu'elle sera à la hauteur. Puisque c'était dans la rue, nous disons que les policiers municipaux, n'est-ce pas, vont éduquer la population, sensibiliser. Et je crois que peut-être la morale dans la société camerounaise sera restaurée. Professeur Atangana, cet incident, cet acte de violence sur la dame, ce que nous regrettons aujourd'hui, nous met au cœur du sujet que nous abordons ce soir. Et il nous fait découvrir l'utilité même de la police municipale. Tout à fait, c'est vrai. Cet incident n'est pas le seul. Il est à mettre en relation avec d'autres qui lui sont semblables et qui relèvent du manque de police municipale. Je veux prendre pour exemple les événements de Congelcam. Et cet événement et celui de Congelcam montrent à suffire que le président a réglé un problème de société. La police municipale manquait. Les maires ont été élus,
mais ils n'avaient pas cet appareil à leur côté pour pouvoir sécuriser les populations. Le décret du 9 août dernier est le bienvenu. Ce décret prouve que le président de la République est à l'écoute de ces populations et vient donc régler ces problèmes d'insécurité à l'intérieur des villes. Voilà pourquoi le décret est tombé et les populations sur la voie publique ou bien dans les boutiques peuvent savoir désormais que l'État, la commune est à leur côté pour qu'on ne les dupe plus, pour qu'on ne les violente plus. D'où l'avènement de ces décrets. Et nous sommes contents que le président ait donné et apporté une réponse à ces problèmes. Et donc, je voudrais ajouter que ce décret vient être un élément supplémentaire à la mise en place de la décentralisation au Cameroun. Oui, parce que le Code général parle déjà de la fonction publique. Une fonction publique territoriale est en train de se mettre en place progressivement à travers les policiers municipaux. Madame Binemé, vous avez longtemps travaillé sur cette question-là parce que le livre que vous publiez, qui porte le titre « La police municipale à l'ère de la décentralisation », nous indique qu'effectivement vous êtes sur cette question depuis. Mais est-ce qu'on peut, en parcourant ce décret, dire qu'il y a des innovations, il y a des choses? C'est un décret d'application, comme le disait tout à l'heure le maire. Est-ce qu'il y a des choses véritablement qui nous fixent quand on regarde ce texte-là? Bon, merci. Quand nous lisons le décret numéro 2022-354 fixant les modalités d'exercice de la police municipale, nous y retrouvons des innovations et des consolidations. Les missions de la police municipale sont reprécisées telles que définies dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées aux articles 216 et suivants. Donc toutes ces missions, ces attributions ont été reprises dans le décret. Le décret rend le service de police municipale opérationnel comment? C'est qu'il définit le mode d'entrée, l'accès, les modalités d'accès à la fonction de policier municipal qui manquait. On ne savait pas si le policier municipal devait être recruté sur concours ou par appel à candidature. Bon, maintenant, le décret est venu préciser que le recrutement du policier municipal se fait par recrutement à cet effet, c'est-à-dire il est recruté, au moment de son recrutement, il est recruté comme policier municipal. Après, dans son recrutement, il passe à l'enquête de moralité. Il passe d'abord à l'enquête de moralité. Bon, on peut même dire que là, il n'est pas encore officiellement recruté parce que c'est l'enquête de moralité qui déterminera le maire à le maintenir ou pas. Si l'enquête de moralité est concluante, il va à la formation. Et le décret a indiqué le lieu de la formation, la NASLA. Au sortir de la formation, il doit encore subir une autre étape, celle de la prestation de serment. Parce que pour poser un acte de police, il faut pouvoir être assermenté. Ces actes ne sont pas à la disposition de tous les policiers. De première instance, oui, voilà. C'est un peu de cela. Donc ce décret vient donc définir l'association professionnelle du policier municipal. Il vient définir ce qui manquait, le mode opératoire. Le policier municipal, comment devait-il faire pour travailler? C'était un flou que le décret du chef de l'État est venu lever en définissant premièrement l'équipement du policier municipal. Désormais, nous savons que dans la rue, nous allons les reconnaître par leur équipement de couleur violette. Clairement écrit au dos de la tenue police municipale. Nous les reconnaissons par les outils de travail qui leur ont été donnés. Désormais, ils peuvent utiliser des corbillards, ils peuvent utiliser des motos, des voitures, bon, des équipements de... Il y a des attributs. Alors, monsieur le maire, à écouter madame Binemé, on a l'impression que tout va bien désormais, tout est clair, le décret précise bien ce que c'est qu'un policier municipal. La police municipale placée sous l'autorité du maire que vous êtes a pour objet d'assurer le bon ordre ainsi que la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique sur le territoire de la commune ou de la communauté urbaine. C'est bien dit. Mais dans la pratique, tout va bien? Donc le décret ne venait que de tomber. Mais ce que je dois dire ici, s'il faut bien que les populations qui sont concernées par ce nouveau dispositif sachent ce qui les attend.
La police municipale, je parle sous le contrôle du professeur, constitue l'une des principales missions du maire. Le pouvoir de police est reconnu au maire avant même ce décret par des lois antérieures. Mais ce n'était pas organisé de telle sorte que nous ressentions ce pouvoir-là avec la décentralisation et la modernisation de nos CTD. Alors, et CTD, c'est les collectivités territoriales décentralisées. Donc, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le mode opératoire, c'est les procédures. Alors, au regard de ce mode opératoire prévu, vous pensez que les choses... Le maire va continuer donc à exercer son pouvoir de police administrative qui est portée par la police municipale. C'est ce qu'il faut dire. C'est que la police municipale ne se réduit pas à ces bons hommes aux gros bras que vous voyez. Le maire, si vous lisez bien le décret, exerce ce pouvoir en posant plusieurs types d'actes sur des matières diversifiées. Il y en a au moins une dizaine. Donc, la police municipale, ce n'est pas seulement ce monsieur habillé avec, je ne sais pas, ceinturon et autres. C'est une mission principale. L'une des missions principales statutaires du maire. Alors, ça devra mieux se passer parce que c'est mieux organisé à partir du décret, même s'il y a quelques autres textes qui vont accompagner. Mais aujourd'hui, on sait ce qu'il faut faire pour mettre en place un service de police municipale dans nos communes. Ça se faisait un peu comme ça, parce que le besoin d'avoir une police municipale dans nos communes, dans nos communautés, se faisait de plus en plus sentir. Regardez le désordre urbain tel qu'il se développe dans nos villes. Je vais parler de ma commune. J'ai construit un marché de près de 3000 comptoirs. Mais vous voyez ces commerçants aller s'installer aux abords des routes parce qu'ils veulent vendre aux premiers clients. Vous avez le transport. Vous construisez des gares routières, mais les transporteurs préfèrent faire ce qu'on appelle le racolage. Alors comment vous avez réglé ces problèmes? Le texte précise bien que oui, maintenant qu'il y a l'usage de la force est interdit à la police municipale, sauf en cas de légitime défense. Pour nous, peut-être qu'on a pris cette disposition-là pour éviter les abus habituels, mais c'est quand même un garde-fou. Est-ce que vous allez régler ces problèmes de désordre urbain sans que vous ayez la possibilité d'agir de cette manière? Non, c'est vrai, le problème c'était déjà que le corps n'existait pas en tant que tel. Parfois ce sont nos agents d'hygiène ou des autres services qui essayaient d'assurer un peu d'ordre. Maintenant qu'il y a un corps qui est reconnu, qui a des attributs, mais parfois on dit que dès qu'on a vu le gendarme, ça s'agit. Donc quand vous voyez ce policier, peut-être à l'entrée de la gare routière, même s'il n'utilise pas la matraque ou le pistolet, qui d'ailleurs lui sont interdits, sa seule présence en ces lieux peut dissuader ceux qui... Je vous ai pris l'exemple de ceux qui installent des comptoirs sur la route, sur la chaussée. S'il y avait à ce moment un policier, laissez-moi finir quand même, s'il y avait un policier à cet endroit-là, posté là, je crois que ça dissuaderait beaucoup. Parce qu'ils viennent s'installer parfois un peu très tôt le matin ou tard dans la nuit, et il n'est pas interdit à la police municipale d'exercer à ces heures-là quand elle garde soit les rues, soit des bâtiments. Donc vraiment, il faut le dire, même si le décret est tombé hier, ça présente de bonnes perspectives pour les exécutifs communaux et surtout pour les maires qui ont maille à partir avec le désordre urbain dans nos agglomérations. Bon, je voudrais rebondir par rapport à ce que dit le maire. Et avant de le faire, je dois d'abord saluer ce texte pour dire qu'il est innovateur. Il est innovateur en ceci qu'il crée déjà un corps dans la fonction publique territoriale. En plus de créer un corps, il délimite même le domaine de la police municipale. On sait maintenant quelles sont les activités qui relèvent de la police municipale. Maintenant, s'agissant de l'usage de la force, nous avons un principe
l'État central garde le monopole de la violence physique. L'État seul a les policiers et les gendarmes qui s'occupent de la police judiciaire et font donc usage des armes. On a retiré cette compétence à la police municipale, mais le décret autorise les policiers municipaux, à travers le maire, à solliciter l'intervention de la police judiciaire, c'est-à-dire les gendarmes et les policiers. Ça veut donc dire que désormais, la qualité de vie des citoyens est au rendez-vous. Oui, Jean-Pierre. Oui, je voudrais abonder dans le sens du professeur pour dire que lorsqu'on lit, n'est-ce pas, le décret du président, il ne faut pas que ceux qui nous regardent pensent qu'il n'y a plus de contraintes. La contrainte existe, mais c'est sur les biens. La contrainte, c'est sur les biens. C'est sur les biens. Donc, comme le professeur... Et ça obéit à une longue procédure. Hein. Non, en fait, s'il y a une manifestation publique... Non, en fait, ce n'est pas d'abord au niveau des manifestations. Le texte dit que si la nature de leur intervention ou les circonstances le justifient, le maire peut solliciter l'autorité compétente, administrative compétente, pour exercer la contrainte sur les biens. Donc, il faut que les gens comprennent que... Ça veut dire que, je veux prendre, parce qu'il faudrait que les gens comprennent, dans un marché par exemple, vous placez votre table à l'endroit non indiqué. S'il faut exercer une quelconque violence, ce n'est pas sur l'individu, c'est sur la table. Vous allez que les maires vont continuer avec leurs agents, les tables, la marchandise des gens. Est-ce que c'est cela? Oui, allez-y. Je voudrais préciser que, de tout temps, les magistrats municipaux ont des compétences en matière de police depuis fort longtemps, depuis la loi portant relation criminelle de 1974. Jusqu'à aujourd'hui, le pouvoir de police du maire s'exerce uniquement sur les objets et les biens en infraction. Voilà. Ce pouvoir ne s'est jamais assis sur les individus. La seule barrière qui est brisée, c'est en cas de secourisme. En ce moment-là, le policier municipal est autorisé à secourir une personne en danger. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la police administrative du maire consiste à un déploiement d'agents sur la voie publique, dans les marchés, pour surveiller, pour veiller au bon ordre public de ces lieux-là. Et maintenant, si il y a des individus qui violent cet ordre-là, le policier municipal étant incompétent à violenter l'individu, peut toutefois le sensibiliser parce que police administrative, c'est d'abord une police préventive. Donc, et dans la prévention, nous avons la sensibilisation. Donc, il doit sensibiliser l'individu qui pose un acte d'incivilité, c'est-à-dire poser un plateau sur la voie publique, c'est un acte d'incivilité. Il revient d'abord au policier municipal de sensibiliser ce contrevenant-là. Monsieur, madame, on ne pose pas les plateaux de nourriture sur la voie publique. Et au cas où ce contrevenant n'écoute pas le policier municipal est autorisé à user parce que le pouvoir de police s'accompagne toujours de la coercition. Bon, mais sauf que maintenant, le décret du président de la République est venu encadrer les mécanismes de cette coercition-là. Donc, le policier municipal devrait, quand il doit faire des descentes forcées, des descentes de police répressives, prendre la précaution de se faire accompagner par les forces de maintien de l'ordre. Bon, ça, je veux dire que c'est une consolidation parce que ça a toujours été fait ainsi. Les lois ont toujours permis au maire d'avoir quand même un petit pouvoir de réquisition de la force publique. Parce que le maire est détenteur. Nous avons un problème qui nous casse les pieds, le phénomène des mototaxis dans les villes. Oui. Que fait la police municipale par rapport à un phénomène comme celui-là, sans la coercition? Que peut faire? La police administrative, c'est d'abord la sensibilisation. Oui, oui, c'est vrai, il faut le dire, ça c'est un phénomène général, hein, les mototaxis. C'est une activité qui est encadrée par un décret du Premier ministre, mais il y a des problèmes pratiques. Pourquoi dans nos villes, il n'est pas toujours aisé de trouver
des places dédiées pour les gares routières des mototaxis. Où est-ce elles peuvent parquer? Moi, j'ai près de 3000 motos dans la petite ville d'Obala. Il faut donc trouver des espaces dédiés à cette activité. Et pourquoi il n'y a pas pour qu'elle n'encombre pas? Ce n'est pas une décision du conseil municipal. Alors, il faut donc que les communes aient véritablement des moyens pour aménager des espaces aussi importants. Parce que s'il faut faire des parkings, il faut aménager. Mais maintenant, ce qui arrive très souvent aussi, c'est que l'incivisme gagne du terrain. Et ces mototaxis, que nous appelons d'ailleurs mototaxis, on ne sait même pas s'ils respectent les règles du décret. S'ils sont des mototaxis réguliers ou si c'est chacun qui prend sa moto et se met en route parce qu'il veut trouver quelque chose à manger, il faut que la réglementation relative à ces activités-là soit bien suivie, pas seulement par le maire, parce qu'il y a un ensemble d'acteurs. Il y a les forces de maintien de l'ordre qui travaillent avec l'autorité administrative. Le professeur est impatient de On ne va pas laisser le maire seul parce qu'il jouit d'un pouvoir de police mettre de l'ordre dans la ville. Oui. C'est pour cela que la collaboration... Excusez-moi, c'est monsieur le maire. Pour apporter la réponse à votre question sur les mototaxis, sur les Ben Skinner, le maire a décidé de comment les Ben Skinner doivent se comporter dans sa ville. En cas de non-observance de ces dispositions, le décret du président de la République dit que le policier municipal fait un procès verbal, il le soumet au maire, le maire fait des contraventions, après le maire peut jusqu'à infliger des amendes. Maintenant, s'il y a donc violence, le décret autorise le maire à demander l'intervention de la police judiciaire pour se faire obéir. Donc maintenant, nous avons les moyens de travailler, le maire a des moyens de travailler pour que le bon ordre règne dans son espace territorial. Bon, je voudrais revenir sur cet aspect-là. Parce que quand on parle des pouvoirs de police du maire, le pouvoir de police, le mot police, c'est le maintien de l'ordre public. Que ce soit la police municipale, que ce soit la police nationale. Et dans la police, se décline en deux axes. On a une police administrative et on a une police judiciaire. La police judiciaire, ce n'est pas elle forcément qui fait la force. C'est-à-dire, la police judiciaire, c'est une police qui s'exécute sur les ordres du procureur de la République. Ça, c'est le nouveau code de procédure pénale qui nous renseigne ici. Donc, désormais, c'est pour ça que dans les innovations du décret du président de la République, désormais, le président de la République a fait des agents de police municipale, des agents de police judiciaire. Donc, désormais, l'activité de police du maire est sérieusement encadrée. Il est encadré par l'autorité administrative qui est le chef des FMO, des forces, c'est-à-dire FMO, forces de maintien de l'ordre, et encadré désormais aussi par le procureur de la République. Le procureur de la République encadre quoi? Le policier municipal est appelé à constater les infractions, c'est ça la police judiciaire. Et le cas précis des mototaxis? Constat, non, c'est-à-dire pour d'abord expliquer ce qu'est la police judiciaire, pour qu'on soit d'accord. Oui, pour qu'on ne perde pas aussi le fil des idées. Oui, voilà, oui, la police judiciaire, c'est le constat des infractions, la verbalisation, c'est ça la police judiciaire. Maintenant, le cas pratique, c'est que s'il y a des motos en désordre, vous savez, s'il faut bien, il appartient au conseil municipal d'organiser l'espace dans son territoire. Parce que n'oublions pas, la loi de 2004 régissant l'urbanisme au Cameroun en son article dit que le territoire du Cameroun se gère entre l'État et les CTD. Donc les CTD ont une immense responsabilité en matière de gestion de l'espace territorial qui leur est assigné par les lois et règlements. Donc, il appartient aux magistrats municipaux d'occuper les espaces que vont occuper ces mototaximens et de veiller au bon ordre. Mais maintenant, monsieur le maire a soulevé le problème que ces motos soient des motos volées. Ce n'est pas le problème du maire. C'est le problème de la police nationale parce que le policier municipal n'est pas autorisé
à effectuer des contrôles sur l'origine de la moto. Et c'est pour ça donc que dans le cas des descentes de police administrative du maire, il est dit, le décret du président de la République vient consolider ce qui se faisait déjà, c'est que les équipes du maire se fassent accompagner par les forces de maintien de l'ordre. Oui. Jean-Pierre. En fait, ce que je voudrais dire, c'est d'abord de sensibiliser ces mototaximens. La police municipale a d'abord le rôle primordial, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer. D'abord, ça c'est le rôle primordial. Maintenant, il faut passer l'étape de la sensibilisation, parce qu'on sait que c'est un problème. Le maire, je crois qu'il comprend bien ce que j'ai dit. La sensibilisation, d'accord, mais passer cette étape-là, je crois, faut pouvoir agir. Oui, faut pouvoir agir. Vrai, je crois que, et il faut une solution à cela. Est-ce que la police municipale peut nous aider à régler ce problème? C'est ça. Oui, la police municipale peut résoudre cela parce que nous revenons toujours sur le décret du président qui dit que s'il y a dans la nature de leur intervention où les circonstances le permettent, sont justifiées, le maire peut saisir l'autorité administrative compétente pour se faire accompagner par la gendarmerie ou bien pour la police pour exercer maintenant une certaine contrainte sur les mototaximens là. Ça, c'est possible. Je voudrais pouvoir rebondir sur la question, si vous me permettez. Il y a un distinguo à faire entre la police municipale et la police judiciaire. Le décret du président organise les choses de telle sorte que les policiers municipaux juste travailler dans le cadre de la prévention. Et que s'ils sont débordés lors de cette prévention, laquelle prévention leur donne des moyens, je vous ai parlé de contravention, de procès verbal, jusqu'aux amendes que le maire peut délivrer. Maintenant, s'ils sont débordés à ce niveau-là, donc, on recourt à l'étape supérieure qui est gérée par la police judiciaire. La police judiciaire s'occupe de la répression des infractions à la loi pénale. C'est la police judiciaire, ce que font les gendarmes et les policiers. Maintenant, la police municipale, quant à elle, s'occupe de prévenir les violations aux droits de l'homme, le fait que les citoyens ne sont pas bien dans la cité, les incivilités de toute nature. C'est comme ça. Donc, le maire, à travers la police municipale, a déjà les moyens de pouvoir faire régner l'ordre à son niveau. Au cas où il est débordé, il peut donc passer à l'étape supérieure. Il a le moyen de faire des contraventions et de fixer des amendes. C'est ce que dit le décret. Alors, ce décret a suscité des réactions, bien sûr. Et nous avons contacté nos collègues de CRTV d'Amawa pour recueillir des avis lorsque le décret a été publié. Les avis des citoyens qui ont parcouru ce texte-là et qui pensent pouvoir dire quelque chose. Nous regardons, c'est Salmon Kangili qui a fait ce travail-là. Avec l'observation de ce désordre que nous avons vécu dans le passé, nous pensons que c'est une très bonne chose. Et la police municipale est la bienvenue, où les populations devront accompagner cette police municipale dans leur exercice. Parce que loin de se substituer à la police même, aux forces de l'ordre, cette police est juste un bras séculier. Souhaitons également que cette police soit responsable aussi à leur tour. Qu'elles ne se disent pas que c'est un moyen pour elle, cette police-là, de brimer les commerçants, de brimer les usagers et tout le reste. Le décret numéro 2022/354 du 9 août 2022 vient à peine nommé aujourd'hui. Surtout qu'il y avait un désordre, il y avait une absence d'un texte juridique, légal qui organise la fonction de la police municipale. Et à travers ce décret, notamment dans son article 2 qui fixait ses principaux objets, notamment elle est chargée de garantir la sûreté, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publique.
Je pense qu'aujourd'hui, la question qu'on devait se poser, c'est au niveau de la matérialisation ou bien du travail de la police municipale sur le terrain. Nous avons accueilli ce décret avec satisfaction. Parce qu'en fait, depuis longtemps, ce texte a été attendu. Le fait d'avoir une police municipale va permettre donc à chaque collectivité aujourd'hui de maîtriser donc ce désordre urbain, de maîtriser beaucoup de choses. Le permis de bâtir, l'occupation de la voie publique, l'occupation abusive, la circulation. De toute façon, tout est énuméré dans le texte du chef de l'État. Nous sommes satisfaits que le texte soit là. Nous sommes satisfaits aujourd'hui quand même qu'il y ait une police municipale. Ça va réglementer la bonne marche au quotidien des collectivités et même de la population. Parce que la population aussi a besoin de cette police municipale-là pour l'accompagner. Nous tous, nous avons besoin de cette police municipale. Maintenant, comment est-ce qu'il faudra faire quand même pour qu'elle fonctionne normalement? Elle doit être équipée, elle doit être formée. Alors, je rappelle que ces avis ont été recueillis par Salmon Kangili de CRTV à Damawa. Et vous semblez comprendre les appréhensions des uns et des autres. Ce n'est pas des maires, mais c'est le citoyen lambda qui parle, qui demande l'implémentation de ce décret-là. Est-ce qu'il est de nature à solutionner tous les problèmes que nous avons? Oui, monsieur Alega, moi je pense que le décret du chef de l'État... Vous êtes très optimiste, hein, madame? Oui, je le suis parce que je suis sur le terrain. Voilà, je pense que c'est les hommes qui rendront ce décret opérationnel ou pas. Donc il suffit que nous ayons tous la volonté. Je voulais d'abord revenir pour dire que l'attribution des amendes n'est pas du rôle du maire, c'est le conseil municipal qui délibère parce que dans la commune, tout ce qui concerne la finance est de la compétence du conseil municipal. Le maire, parce que le maire a des pouvoirs de police qui échappent au contrôle du conseil municipal. Le maire exerce son activité de police sous le contrôle du représentant de l'État et non sous le contrôle du conseil municipal. Vraiment, je tenais à ce que ça soit bien précisé. Ça échappe totalement il faut différencier l'exercice des pouvoirs de police du maire des amendes. Parce que là, nous sommes déjà dans la fiscalité. Ça, c'est le conseil municipal. Donc, je voulais dire, je suis optimiste parce que si nous avons tous de la volonté, les choses iront. Vraiment, je prends un cas pratique. Nous avons des motos, des Okiga, n'importe comment. Si nous avons un magistrat municipal qui a organisé son territoire, ici, on a arrêt stationnement. Quand on parle de police administrative, elle se décline en prise d'arrêté portant autorisation ou interdiction de stationnement. Donc, une fois que le maire a pris ses arrêtés, il les met à la connaissance des diverses corporations concernées par les stationnements que peuvent être les mototaximens ou les automobilistes. Bon, maintenant, une fois qu'il a commencé ce travail de sensibilisation, bon, si ça ne suit pas, il est obligé d'utiliser la répression. Et cette répression, il l'utilise avec l'appui de l'autorité administrative territorialement compétente. Et c'est là où je parle d'innovation parce que désormais, le sous-préfet, parce que le décret précise bien territorialement, ça veut dire que le sous-préfet entre désormais dans la danse. Le maire n'aura plus besoin d'aller chercher le préfet. Le préfet là où il est. Loin là-bas, il peut déjà requérir, travailler avec le sous-préfet là. Monsieur le sous-préfet, madame sous-préfet. Je peux. L'article 4 du décret dit: l'activité de police municipale s'exerce par des agents communaux préposés à cet effet. Ces agents chargés de la police municipale constatent sur procès verbal et sous l'autorité directe du maire les contraventions relevant de la compétence de celui-ci. Ils servent les convocations délivrées par le maire et infligent les amendes prévues à cet effet. C'est ce que dit le décret du 9 août. Donc le maire, à travers avec sa police municipale, a déjà les moyens de poser des contraventions, des amendes. Les policiers municipaux infligent les amendes. C'est ça que dit l'article 4 du décret du président. Monsieur, j'insiste sur ce que j'ai dit, c'est vrai. Dans mon précédent propos, pour dire que la mission, les pouvoirs de police municipale du maire l'amène déjà à prendre un certain nombre d'actes, de prendre un certain nombre de dispositions qui doivent donc être respectées, et la police que vous voyez en tenue, qui est le corps, viendra donc faire
respecter et ces dispositions et ces règles qui ont été édictées par le maire. Si je parle en termes de dispositifs. Vous parliez tout à l'heure des mototaxis. Oui. S'ils n'ont pas ou parquer les véhicules. Oui, justement, c'était ça ma question, c'est-à-dire que c'est un problème. Les maires doivent donc, à partir de ce moment, s'organiser en amont. Parce qu'il est question de l'implémentation du décret. Une gare routière, par exemple. Oui. Il faudrait que si vous n'avez pas de gare routière, vous allez sanctionner le cas. Monsieur, mais c'est de votre compétence de créer les gares routières. Je parle en tant qu'homme de terrain pour dire que dans certaines communes, il n'y en a pas. Ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas faute de la faute de la loi. Ce n'est pas faux. Je dis donc que l'exercice de ce pouvoir demande et des moyens et des dispositifs. Quel type de moyens vous avez, à partir du conseil, vous avez des moyens, vous prenez une décision. C'est vrai, pour construire une gare routière, j'en ai une qui sera inaugurée bientôt. Vous savez ce que nous avons mis là-dedans? Pour que cette activité-là soit bien encadrée, 1,5 milliard. Pour une ville qui vit de cette activité, il faut se donner les moyens d'organiser l'activité et de faire respecter ce qui a été mis en place par ce corps qui est aujourd'hui à notre disposition. Donc, c'est pour dire, j'insiste là-dessus, que la police municipale, ce n'est pas le maintenu. C'est cette mission du maire qui a un certain nombre d'exigences. Parce que si je dois dire à ceux qui font le transport urbain, ne garez pas ici, ne chargez pas là, je parle simplement, il faut leur avoir donné un espace. Un espace. À ceux qui vendent, il faut trouver l'espace pour le marché. Voilà. Ce n'est que dans ce cas-là que mes pouvoirs de police pourront être mieux gérés. Ça, c'est le cas d'Obala, donc. Nous ne parlons pas seulement d'Obala. Qu'est-ce qui va donc se passer dans les mairies où nous n'avons pas ces dispositifs, nous n'avons pas de gares routières, nous n'avons pas de marchés? Ces maires, parce que le décret est déjà là, vont se permettre d'avoir une police municipale qui va agir peut-être de manière illégale. Comment ça va se passer? Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, ne mélangeons pas les problèmes. Oui. Le maire, le conseil municipal est compétent pour organiser la municipalité. Si le conseil ne le fait pas, vous voulez que qui d'autre le fasse? Organiser la municipalité. Voilà, délimiter les espaces. Maintenant, les moyens viendront forcément. Mais si on ne pense pas d'abord au travers des tests, de prendre une délibération, de prendre un arrêté municipal, parce que monsieur le maire, le conseil municipal peut vous déléguer également cette mission-là. Vous prenez des arrêtés qui organisent la gestion de l'espace, parce que la gare routière, tous les mototaximens de Bala, j'y étais encore samedi dernier, à l'occasion d'une médiation de glace, ne vont pas, c'est pas la gare routière, ils amènent les gens dans les différents villages et quartiers. Ça veut dire que sur l'ensemble, je ne sais pas moi, des 300-400 kilomètres carrés de Bala, d'organiser des points de stationnement de ces véhicules-là. Et maintenant, il vous revient à vous d'éveiller. Le pouvoir de police vous est propre. C'est pour ça que la loi dit, le policier municipal que vous mettez dans la rue engage votre responsabilité. Parce que lui, il n'a pas de pouvoir. C'est vous qui avez les pouvoirs de police. Donc, quand il est là-dedans, il travaille sur vos ordres. C'est beaucoup de mettre en mission. Donc, maintenant, le savoir est une chose, n'avoir pas les moyens de réaliser en est une autre, de mon point de vue. Non, vous me comprenez un peu mal, hein, madame le secrétaire général. J'étais en train de faire un développement sur le contenu du pouvoir de police. Oui. Ce n'est pas... Je ne viens pas pleurnicher ici pour dire que je n'ai pas de moyens pour organiser ma commune. Je veux bien que les gens comprennent ce qu'est la police municipale dans le sens large. Si nous nous arrêtons aux bons hommes qui vont porter les tables pour les mettre de côté, pour dégager la voie publique, bon, ça c'est une autre approche que nous pouvons avoir. Mais les pouvoirs de police vont au-delà de ces bons hommes qui dissuadent, qui préviennent un certain nombre de choses. J'étais en train d'aller un peu plus loin dans mon développement, pas pour dire que les mairies n'ont pas de moyens. Et puis, monsieur... Et même, s'il faut parler de ces bons hommes, il faut des moyens, il y a des attributs. Pour créer un service,
de police municipale, Il faut des moyens. il faut des moyens. C'est clair, ça je le dis. Ne serait-ce que pour avoir même ce corps. Il faut des moyens, faut des madame. moyens. Et ça, vous êtes bien placé pour le savoir. Il faut des moyens. C'est pour Et ça que la loi vous dit que pensez les que- municipalités qui vous n'ont pensez pas que de moyens... dans le cadre d'une émission comme celle-ci, on ne devrait pas dire que nous souhaitons que les transferts soient effectifs. Hein? Que les transferts Peut-être qu'on de n'avait pas, compétences on n'avait pas très soient vite compris. véritablement accompagnés. Merci beaucoup, madame. Vous l'avez poussé à nous dire exactement ce qu'il voulait dire, monsieur le maire. Merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais qu'on reste dans la pratique, hein, parce que le développement local, c'est ça. Quand un texte comme celui-ci arrive, il faut bien qu'on comprenne. Je prends le cas des grandes villes et j'ai essayé de parcourir un peu le texte. La ville de Douala et Yaoundé, il est dit dans les agglomérations érigées en communauté urbaine. Le service de police municipale est assuré soit par les agents de la communauté urbaine, soit par ceux des communes d'arrondissement. Je prends le cas de Yaoundé. Alors, l'exercice au quotidien de cette disposition-là, est-ce que c'est pas, on ne voit pas se profiler à l'horizon des conflits? Il faudra tout le temps faire appel au préfet pour arbitrer. Comment ça va se passer concrètement? Non. Si je peux me permettre, le décret autorise la mise sur pied des conventions collectives. Ça ne va pas se faire au pif. Les communes d'arrondissement avec la communauté urbaine se mettent ensemble, délibèrent et trouvent un terrain d'entente par rapport à la police municipale conjointe. Donc, il s'aboutit à ce qu'on appelle une convention collective, c'est-à-dire un modus vivendi. On va souvent faire ci et ça, et on va donner telle proportion de ressources dégagées à telle commune. Donc, c'est une entente. Professeur, vous savez bien ce qui se passe pour l'enlèvement des ordures ménagères, où les responsabilités sont... c'est elle qui doit faire ceci. Est-ce que on ne va pas vivre le même spectacle? Je pense que, monsieur Lega, il est d'abord important de comprendre ce test-là. En fait, c'est l'article 217 du Code général des CTD, le dit déjà, dont le décret n'a fait que reprendre entièrement ce test-là. Ce test-là veut quoi? C'est que dans les agglomérations des gens en communauté urbaine, nous avons une superstructure qui est la communauté urbaine, qui est assise sur le territoire des communes, sur le territoire des communes d'arrondissement. Mais alors, comment ils exercent ce territoire? Pour éviter le télescopage. La loi prévoit donc que le service de police sur un territoire ne peut être exercé que par une seule police, pas deux. Donc, si nous sommes ici, c'est Yaoundé premier. Nous ne pouvons pas avoir deux polices municipales à Yaoundé premier. Soit nous avons la police municipale de la communauté urbaine, soit nous avons la police municipale de la commune d'arrondissement de Yaoundé premier. Alors, le décret dit, il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils s'entendent. Il faut qu'ils s'entendent. C'est-à-dire que et c'est le maire de la ville qui a intérêt à cette entente-là. Je dis bien c'est lui. Ce n'est pas le maire d'arrondissement parce que l'alinéa 4 de cet article dit, en cas de mésentente, la police municipale formée par le maire de la commune d'arrondissement a la primauté. Et ceci est réitéré par le Mindeville, parce que moi je constitue aussi du Mindeville, qui l'aurait dit. Donc ça veut dire que le maire de la ville a intérêt à faire asseoir les maires d'arrondissement pour prendre une convention pour dire qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Et s'il ne fait pas, bon, nous autres, nous interprétons l'absence de convention comme une mésentente. Ça veut dire que, comme il y a mésentente, la police municipale créée par le maire d'arrondissement a la primauté. Donc c'est pour ça que je dis, le maire de la ville a intérêt. C'est lui qui a plus intérêt à faire asseoir ce maire d'arrondissement pour voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Bon, vous parlez de qu'est-ce qu'on met ensemble. Comme le décret définit les activités de police municipale, alors la communauté urbaine et les communes d'arrondissement s'asseyent au regard de ces activités. Par exemple, l'hygiène et salubrité. On se dit quelle est la commune qui s'occupe de l'hygiène et salubrité, quelle est celle qui s'occupe des cimetières, quelle est celle qui s'occupe des morgues. Après, on dégage dans les moyens et on attribue à chacun et sous la supervision du super-maire. Après, les moyens sont répartis. C'est ça qu'on appelle une convention collective. On s'entend, on trouve un terrain d'entente, un modus vivendi, on fonctionne. Et on dit en cas de conflit... Je ne sais pas si c'est une convention collective, parce que c'est en matière sociale que nous parlons de convention collective. C'est ça le texte. Il s'agit de simple convention. Convention, oui. Mais pas collective, parce que quand vous avez été collective, ça nous amène ailleurs. Donc,
je voulais dire c'est une convention, c'est-à-dire, n'oublions pas que chacun a quand même un budget. La commune d'arrondissement a un budget, la communauté urbaine a son budget. Donc, c'est une affaire très sérieuse qui doit être examinée par des experts qui vont s'asseoir pour voir les domaines. Est-ce que, dans cette matière, qu'est-ce que la communauté urbaine, vous n'avez plus le cas des ordures. Il faut dire que, en matière d'ordures, la communauté urbaine a l'exclusivité en agglomération. Ça, c'est l'article 241 du Code. C'est-à-dire parmi les compétences exclusives. Ce qui est différent de la police municipale. Non, c'est-à-dire qu'il y a en agglomération, nous avons une superstructure qui est assise sur le territoire d'autres structures inférieures. Bon, donc, il y a donc un certain nombre de compétences qui sont de la compétence exclusive de la communauté urbaine, parmi lesquelles l'enlèvement des ordures. Même si c'est vrai qu'à Yaoundé, nous voyons des maires d'arrondissement qui le font. Bon, peut-être qu'il y a eu entente avec le maire de la ville. Une question, hein. Oui. Que c'est différent de la police municipale. Vous l'avez bien suivi? Non, ce n'est pas... Non, maintenant, justement, le problème, c'est qu'il faut faire... L'enlèvement des ordures est une compétence de fond. Le pouvoir, la police, c'est le contrôle, la surveillance. C'est un peu différent. Je ne sais pas si on voit. Enlever les ordures, c'est une compétence de fond, mais le pouvoir de police ne va pas au fond. Il est là pour contrôler, pour surveiller et sanctionner. C'est ça, la police. Oui, monsieur le maire, vous allez prendre la parole. Peut-être on écoute. Oui, je voudrais dire que c'est un problème de volonté, un problème d'entente entre le super-maire et les maires d'arrondissement. Le texte du président de la République est clair. L'expression que vous utilisez là, le super-maire, c'est votre expression. Bon, voilà, le maire de la ville. Le maire de la ville, oui. Le maire de la ville. Je crois que c'est un problème d'entente entre le maire de la ville et les maires d'arrondissement. Le texte du président de la République est clair. Et le texte propose une entente entre le maire de la ville avec les maires d'arrondissement. Ce qui pratiquement est difficile. Hein. Et le texte continue à ajouter que si cette entente n'est pas possible, chaque commune d'arrondissement est libre de créer sa police municipale. Pour moi, ça ne devrait même pas faire de problème. C'est un problème juste de volonté. Et si l'entente n'est pas, mais que chacun crée sa police municipale et assure la sûreté, la tranquillité et la salubrité dans sa commune. Obala n'est peut-être pas concerné directement par cette question-là, mais à l'horizon, on voit quand même des arbitrages à effectuer dans les villes où ça existe, où on a une communauté urbaine, des communes d'arrondissement. C'est vrai, ce problème que vous soulevez me ramène à mon argumentaire de tout à l'heure. C'est quoi la police municipale? Il y a des matières qui ne relèvent pas des communes d'arrondissement, d'après ce qu'on dit. Je veux parler de l'enlèvement des ordures et autres. Alors c'est une question d'intérêt. Vous voulez donc que le maire d'arrondissement crée une police pour les ordures alors que ce n'est pas lui qui s'occupe des ordures? C'est une des matières du pouvoir de police du maire. Alors l'entente ne peut pas être impossible si nous faisons les choses dans l'esprit de la loi. Ça, c'est des matières que je gère. Je suis la communauté urbaine. Dans l'arrondissement, je m'occupe de ceci. Le maire d'arrondissement ne s'occupe pas de ça. Ça pose problème en quoi? Qui est des gens affectés à cette activité-là pour permettre au maire d'exercer son pouvoir de police. Mais si nous voulons faire les choses, parce que nous voulons les faire sans nous référer à la loi, il y aura donc cette difficulté de s'entendre qui ne devrait pas exister puisque les matières sont multiples et chacun sait ce qu'il a à faire. Il ne devrait pas, M. Ombolo, il ne devrait pas avoir de mésentente. Mais sachez également que dans les organisations, il y a toujours des conflits. Il y a toujours des conflits entre des administrations qui travaillent ensemble, entre des acteurs qui parfois interviennent sur des questions semblables. Il peut y avoir des ententes. Mais le texte règle cela. Parce que le texte a réglé les matières qui
ressortissent du pouvoir de police du maire d'arrondissement et celles qui relèvent du maire de ville. Sur cette base-là, donc, on peut faire des conventions pour que ça marche bien et pour qu'on évite des conflits à tout bout de champ. Mais les conflits, on ne les évitera jamais totalement. Si je peux vous apporter des suppléments d'information, le texte dit la dite convention est sanctionnée par voie réglementaire. Ça veut dire que le préfet va s'interposer pour que votre convention soit scellée. C'est la voie réglementaire qui va vous rappeler chaque fois que vous devez répartir les tâches et aucune commune d'arrondissement ne peut plus déborder ou bien la communauté urbaine ne peut pas aller au-delà de ce qui lui a été attribué. Et en cas de conflit, le texte dit il y a l'arbitrage. L'arbitrage du préfet. Et si le préfet n'arrive pas à arbitrer ce conflit, on remonte sur le ministre chargé des CTD. Monsieur Legassa dit pour finir sur la question, parce que puisque Monsieur Medobar a dit il y a des conflits, oui, depuis que l'humanité existe, il y a des conflits de tout temps. On a vu des jumeaux bagarrer dans le ventre donc ça veut dire le conflit est inhérent à la nature de l'être humain. Donc, maintenant, nous avons, et j'aimerais bien que, là, je m'adresse au prof, oui. Nous avons donc le test. Et là, c'est une innovation qui crée l'arbitrage. Oui. Parce que le décret du président de la République vient créer l'arbitrage. L'arbitrage, c'est un mode alternatif. Le règlement des conflits. Le règlement des conflits. Et la sentence arbitrale s'impose aux parties. Or, le Code général nous dit que, en cas de conflit, c'est le tribunal administratif. Alors, moi, ma question que je vous pose, pensez-vous que dans les conflits, communes d'arrondissement, communautés urbaines, les tribunaux administratifs sont désormais dessaisis? Voilà la question que je vous pose. C'est, de mon point de vue, le décret présidentiel a voulu que les Camerounais travaillent de concert. Et que si, malgré cette volonté du président de la République qu'on travaille de concert, il n'y a pas moyen, on recourt au préfet. Si le préfet n'est pas capable, on recourt au ministre. Si le ministre n'est pas capable, on va dans le tribunal administratif. On n'a pas décidé. Le tribunal reste compétent. Voilà, d'accord. Maintenant que vous êtes entendu, alors l'article 8 de ce décret indique que 2 ou plusieurs communes limitrophes d'un même département peuvent créer par délibération concordante un service unique chargé de la police municipale. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut toujours l'entendre. C'est l'entendre. Oui, la mutualisation des forces. Bon, je pense que cette mutualisation a beaucoup plus de sens en zone urbaine. Oui. En zone urbaine, parce qu'en zone rurale, je ne vois pas la nécessité de... Non, mais vous ne pouvez pas dire ça, SG. Non, je n'ai pas dit non. Et puis, la mutualisation des forces, c'est uniquement au sein d'un même arrondissement, d'un même département. Les syndicats des communes existent. Nous en avons un dans la Léquier qui règle prioritairement des problèmes liés à l'eau. Vous pensez que on n'a pas besoin d'une police qui puisse accompagner les maires dans la résolution de ces problèmes? Je prends un exemple pratique. Alors, pour le cas de la Léquier, est-ce que vous imaginez... Vous avez des points d'eau qui sont aménagés par les maires dans le cadre du syndicat des communes. Et généralement, vous savez que ces points d'eau sont mal entretenus par les populations à cause de l'incivisme. Il peut aussi arriver que ces maires qui sont déjà dans un syndicat pensent à créer, à mutualiser leurs moyens en termes de matériel et d'hommes, et mettre une police qui va veiller à ce que le bon ordre règne dans l'utilisation des ressources qui ont été mises à... Donc, si vous dites que ce n'est pas possible en zone rurale, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Non, monsieur le décret
n'a pas tenu compte des besoins. besoins. Non, ce n'est pas ça. Madame le secrétaire général, je ne vous Non, laisse pas dire certaines choses parce que vous êtes une dame de terrain et... Non, monsieur le maire, non, vous ne m'avez pas bien compris. Ce que je veux dire, c'est que la mutualisation des efforts en matière de police, c'est d'abord les zones urbaines. Le décret ne le Parce dit pas. que, non, le décret ne dit pas. Nous sommes Mais là pourquoi il y a donc trop de conflits dans urbaines? l'opérationnalisation. On a vécu des conflits partout, alors que c'est là où le besoin, parce que pour vous, quand est je suis prioritaire. à Yaoundé premier, honnêtement, je ne sais pas si en venant ici, vous avez vu un panneau qui signalait ici commence Yaoundé premier, ici s'arrête Yaoundé premier. Ça, et la police municipale travaille sur le territoire. Donc, je veux dire que ça a beaucoup plus d'effets en ville. Ça veut donc dire quoi? Qu'en fait, c'est même un appel donc, à la communauté urbaine et aux communes d'arrondissement de mutualiser, peut-être de créer donc un service de police municipale unique, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais maintenant, en zone rurale, nous avons des territoires extrêmement vastes dans la zone rurale. Et la mutualisation des efforts ici peut effectivement concerner les zones frontalières. Parce que moi, je suis dans une commune de 600 km². Justement, le texte parle de communes limitrophes. Oui, voilà, mais au sein d'un même département. Au sein d'un même département. Je voudrais qu'on reste pratique. Excusez-moi, vraiment, je voudrais qu'on comprenne bien le sens de cette affaire. Les communes, c'est une affaire politique. On passe par des élections. Plusieurs familles politiques vont en compétition. Et dans un département, on peut avoir un maire RDPC, un maire UPC, un maire UNDP, etc. Est-ce que dans ce dispositif-là, on peut se retrouver dans un même département, parce que chacun a une ligne politique à défendre, on peut se retrouver avec une police municipale unique? Est-ce que c'est opérant, cette affaire? Bon, disons oui, que... Oui, moi je crois que c'est possible. C'est l'entente. C'est un problème d'entente, M. Séverin. C'est un problème d'entente. Mais l'entente est difficile en politique. Et de bonne volonté. Écoutez, je crois que les maires, ils sont là pour améliorer les conditions de vie de la population. Donc c'est une mission. Ils sont là. Donc, et ce n'est pas d'abord un problème d'intérêt, parce que tout tourne d'abord sur les intérêts personnels, sur leur zone de confort. Il faut qu'ils sortent de leur zone de confort et comprennent qu'ils ont été élus, même s'ils sont du RDPC, même s'ils sont d'un autre parti politique, mais qui sont là d'abord pour les populations camerounaises, pour améliorer leurs conditions de vie et mettre de côté d'abord leur appartenance politique, mais pour le bien-être des populations du département, par exemple, si c'est des communes dans un département. Elles peuvent se mettre ensemble. Il faut transcender les zones de confort, les intérêts. C'est un problème d'intérêt qu'on ne veut pas lâcher, à mon avis. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que l'administration est continue. Si la commune, le maire est issu de la politique, mais l'administration, elle est continue. Ça veut dire que les ententes que les maires peuvent avoir aujourd'hui doivent se poursuivre au-delà de l'étiquette politique, parce qu'il y va de l'intérêt des populations. Ce que moi je pense, c'est qu'au-delà de l'idéologie politique qui peut opposer les différents partis sur un territoire communal, il faut que les Camerounais pensent à l'intérêt général, au développement local. Ce n'est que ça. Que vous soyez MR6 ou RDP6, il faudrait que l'intérêt des populations, le développement local, soit la préoccupation des uns et des autres. Sur cette base-là, on peut se mettre ensemble et on met des politiques, des polices municipales ensemble pour le meilleur développement local. Nous allons marquer un arrêt, le temps de regarder ce qui s'est dit cette semaine dans la presse. Il y a eu bien sûr d'autres faits d'actualité traités par les journaux. Et c'est Laetitia Onana qui nous conduit. Un vent de rentrée scolaire et de saison sportive a soufflé dans la presse cette semaine. Dans Cameroun Tribune, l'on se félicite du cadre fixé par le président de la République en matière de gestion et de maintenance des équipements sportifs. Allusion au décret présidentiel en date du 17 août 2022
relatif à la création de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs. Pour sa part, l'économie quotidienne s'intéresse à la plus-value qu'apporte cette nouvelle initiative du chef de l'État, Paul Biya. Elle vient mettre fin, espère-t-on, au débat sur la pérennisation des infrastructures sportives acquises lors de la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Elle n'est toujours pas tombée, la polémique qui enfle autour du choix du nouvel habilleur des Lions indomptables, One All Sport. Ça fait jaser, rapporte Mutation, tandis qu'Émergence affiche le coup de bec du coq sportif, sorte de remontada de l'ex-équipementier des sélections nationales de football. Des stades de la discorde au campus scolaire, ici comme là, la tension est tout aussi perceptible. Selon Le Jour, 134 établissements scolaires du secondaire seront privés d'ouverture à la prochaine rentrée. Pareil dans l'éducation de base où 26 écoles sont interdites dans la partie septentrionale du pays, précise l'Œil du Sahel. Tous sont classés établissements clandestins du fait de leur fonctionnement en marge de la réglementation en vigueur. Et comme si cette menace sur la rentrée ne suffisait pas, le Messager annonce en pied de page le mécontentement des seigneurs de la craie. Réunis au sein des mouvements OTS, OTA et CK, les enseignants menacent, peut-on lire dans le journal, de boycotter la rentrée des classes à quelques semaines de la reprise. La revue de presse s'efface du tableau noir, place au débat. Je voudrais qu'on évoque maintenant la question de la formation et du recyclage de la police municipale. Le décret du 9 août sur les modalités d'exercice de la police municipale précise que le policier municipal est un civil recruté comme agent communal afin d'appliquer les pouvoirs de police du maire sur le terrain. Mais au préalable, il doit bénéficier d'une formation de base ou d'un recyclage à la gestion des libertés publiques, aux techniques de gestion de l'ordre urbain, à l'assistance publique, à la protection civile ou tout autre domaine relevant de sa compétence. Dans le décret également, il est précisé que les communes dotées d'un service chargé de la police municipale disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date de la publication du décret pour se conformer. Ma question, qu'est-ce qu'on fait des polices qui existaient déjà? Elles ont été créées dans un environnement donné. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que le décret a aussi réglé cette question. Hein. Si on le lit de fond en comble, ceux-là doivent continuer, mais le maire devra pouvoir utiliser le terme le plus... Oui, donc les reverser dans le service qui sera créé, suivant la procédure qui a été édictée par le décret. Donc, ils peuvent faire l'objet, le reversement, si leur, si leur profil permet qu'ils soient recrutés au sein de la police municipale. Et je dois appuyer en disant que on ne va pas recruter quelqu'un dans ce corps parce qu'il est gros bras pour aller brutaliser. Il faut un minimum de prérequis pour que celui-là puisse accompagner le maire dans l'exercice de ses pouvoirs, de son pouvoir de police. Donc ces profils-là doivent être connus pour que les recrutements se fassent en fonction des postes et des besoins de ce corps. Je crois que l'expert qui est là a une meilleure réponse. Moi, je voudrais revenir un peu sur le recrutement dont parlait le maire tout à l'heure. C'est une grande innovation dans le décret présidentiel concernant la police municipale. Parce que avant, c'était les gros bras, monsieur le maire. Et ils inspiraient la terreur et non une bonne moralité auprès de la population. Et le président a eu la sagesse de vous demander, vous les maires, de procéder à un recrutement objectif. Il recrute et gère le personnel. Oui, c'est déjà une bonne chose, la mise en pratique de la fonction publique communale. Et c'est très important. Maintenant, ces policiers municipaux ne seront plus les amis du maire ou bien de sa famille. Par exemple,
Moi, je n'en ai pas. Ou bien de sa famille politique. Rassurez-vous, moi, je n'en ai pas. D'ailleurs, je n'ai pas ce corps. Je ne parle pas de vous, monsieur le maire. Je parle C'est entre nous, oui. monsieur Ombolo. Et je voudrais donc dire que maintenant, le décret du président insiste sur un fait sur le genre et de tenir compte de la composante sociologique de la commune en ce qui concerne le recrutement de toutes ces personnes. La question le problème que pose M. Ombolo a un sens. Et je suis fondé à croire qu'il a raison parce que ce qu'on voit, le texte dit le maire recrute et gère le personnel et services chargés de la police municipale. Moi, je pense que maintenant, le maire devrait faire attention à la nature des ressources humaines à sa portée. Ça ne doit plus être, pardon, les recrutements doivent plus être des récompenses qu'on offre aux militants, électeurs percutants, etc. Il faut tenir compte maintenant, vous avez évoqué les profils, il faut maintenant ces profils. Et c'est des choses à faire en amont. Et qui vous a dit qu'il n'y en avait pas? Puisque le maire a toujours recruté, même si ce n'est pas dans le cadre de la police. Nous avons tous des ressources humaines. Et je dois d'ailleurs vous dire que si dans l'imagerie populaire, on pense que le maire recrute ses amis, c'est que ce maire-là, s'il le fait, ne sait pas où il va. Peut-être qu'il ne sait pas fixer des objectifs à atteindre. Moi, j'ai besoin d'ingénieurs aujourd'hui, parce que j'en ai recruté 2 ou 3 depuis que je suis là, mais j'en ai besoin encore pour pouvoir implémenter le développement local et suivre les projets que nous réalisons au profit des populations. S'il faut aller chercher dans les amis, peut-être qu'il faut les inscrire tous dans les universités ou dans des écoles où ils sortiront ingénieurs. Non, c'est pas pour plaisanter, c'est pour dire que ce qu'on veut souvent renvoyer là, comme l'image du maire qui ne cherche que ses amis ou ses connaissances, allez interroger ailleurs, hein. Allez interroger dans d'autres administrations, vous verrez pire. Le maire, lui, il est un homme de terrain et il a besoin des gens compétents pour réaliser ses objectifs de développement. Et le maire, par définition, est un bâtisseur. Si vous ne vous entourez pas de bâtisseurs, vous allez avoir quel bilan? Donc, pour dire à la décharge des maires que cette image n'est pas l'image réelle. Nous faisons des efforts aujourd'hui pour nous entourer des gens capables. Et dans le cadre de la police qui est arrivée, dont le corps est déjà consigné dans les textes, on recrutera ceux qui ont le profil. C'est bien de l'entendre. De l'emploi. Oui. Et voilà. La question, je pense, principale était sur la formation. Pourquoi former? On forme parce qu'on va avoir une ressource humaine de qualité. Donc, à la base de chaque recrutement, il y a la qualité de la formation. Il faut déjà dire que si le décret du président de la République dit que le maire recrute à la police municipale, c'est une consolidation. De tout temps, le Code général des collectivités territoriales décentralisées nous renseigne déjà que c'est le maire qui recrute et gère le personnel dans sa commune. Donc, les agents de police municipale sont dans la commune, donc ça rentre dans le cadre de la gestion du recrutement en gros. Nous sommes en train d'aller vers l'aboutissement du processus de décentralisation et notamment la mise sur pied d'une fonction publique locale. Le décret a choisi l'approche de recrutement des policiers municipaux comme une approche par entretien, associée à l'enquête de moralité. Or, le décret du président de la République sur la fonction publique locale est attendu. Nous savons que les modes d'entrée dans une fonction publique, soit c'est recrutement sur concours, soit sur titre. Bon, ici, c'est le recrutement sur titre qui est l'option qui a été choisie pour les policiers municipaux. Si nous en tenons au texte, au décret du président de la République. Donc, ce qui veut dire que les maires auront à cœur de recruter des personnes de qualité. Parce que maintenant, par la suite, il faut aller les former à Boya, à la NAS là. À la NAS, il ne faut pas envoyer ce des gens. que je veux dire, c'est que ici, en police municipale, ce n'est pas une affaire simple. Parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la police municipale. La police municipale, c'est un service. Or, les pouvoirs de police du maire vont au-delà du service de police municipale qu'ils vont créer.
Parce que plus de la moitié de l'activité de la mairie est couverte par les actes de police. Nous avons les services techniques, monsieur le maire, vous en avez un au Bala, qui font des descentes, des contrôles administratifs du permis de construire. Ces descentes-là constituent des actes de police. Ce qui veut dire que le service technique doit être assermenté, doit être composé de policiers municipaux. Et c'est là que je loue le décret du président de la République parce qu'il dit plus loin que le maire, le magistrat municipal peut habiller d'autres services de l'uniforme. C'est-à-dire que nous voyons déjà un corps civil, un corps sédentaire dans la municipalité, c'est-à-dire il y aura une police municipale qui va être affectée dans les quartiers, dans les rues, dans les marchés. Mais au sein de la municipalité, nous serons au service d'hygiène, nous serons au service technique, nous serons au service de recrutement des policiers municipaux qui travaillent au bureau, mais qui auront des descentes ponctuelles sur le terrain. Ce qui veut dire que dans le corps de la police municipale, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin d'ingénieurs. Donc désormais, je peux être ingénieur et être policier municipal. Je peux être comptable et être policier municipal. Donc le policier municipal, monsieur le maire, je vous en prie, le test du président de la République, c'est pour que nous oublions l'expression gros bras. Gros bras, c'était pour ces gars-là. J'ai bien compris, c'est pour ça que j'évacue ça. Voilà, donc le gros bras, ça n'existe plus. Le policier municipal est formé dans une école d'administration. Pour le petit peuple qui nous regarde, ça reste dans il faut bien que... Ça ne va pas dire. Alors, je reviens, professeur, sur le fait que, et le maire a bien fait de rappeler que si parmi les chefs des exécutifs communaux, il y en a qui s'amusent au niveau des recrutements, il faut bien que ça s'arrête. Parce que le processus commence par son recrutement, d'accord. Mais il faudra former par la suite. Et il ne faut pas donner... beaucoup de travail à la NASLA qui est censé élaborer les curriculums de oui, mais le décret du président donne la latitude au maire de recruter. Mais lui donne l'obligation de former son personnel. On va vers une sorte de choses professionnelles. On voit les domaines dans lesquels la NASLA va les former. Les libertés publiques, les techniques de gestion de l'ordre urbain, l'assistance publique, la protection civile. Voilà les domaines dans lesquels la NASLA les attend pour les former. Ça veut dire que le maire ne peut plus se permettre de recruter quelqu'un qui n'a pas un certain niveau intellectuel. Donc leur liberté est désormais encadrée par le décret présidentiel. Il y a déjà une limite. Si vous faut former quelqu'un à l'exercice des libertés publiques, nous à l'université, il faut que quelqu'un soit en troisième année pour en deuxième année ou troisième année pour qu'il fasse les libertés publiques. Ça veut dire qu'il y a une exigence des niveaux qui commencent déjà à se faire... se faire voir à l'horizon. Oui, en fait, c'est pour cela que j'appelais que la NASLA, quand on parle des pouvoirs de police humaine, c'est pour ça que j'ai dit que ça va au-delà du service de police municipale. C'est-à-dire que tous les cadres communaux doivent être formés au pouvoir, à l'exercice des pouvoirs de police humaine. Parce que les arrêtés de police que M. le maire va signer demain doivent être élaborés par les cadres. Nous sommes dans notre processus. Justement, nous sommes dans le processus. Expérimentation. Oui, on a d'abord réglé le cas de la police municipale. Oui, c'est pour ça que, c'est pour ça que vous avez dit les libertés publiques. Ce n'est pas le policier municipal recruté avec un CPE qui va exercer les... C'est pour ça que je dis, en fait, la NASLA a aussi, heureusement, je crois qu'ils vont jusqu'à D, A, B, C, D. Bon, je ne sais pas en matière de police municipale comment ils vont faire, mais ça veut dire que tout le monde a sa place dans la police municipale, que ce soit l'ingénieur, que ce soit le docteur, que ce soit le breveté, le certifié. Tout le monde peut trouver sa place. On peut faire un niveau de formation pour chaque poste de travail de la police municipale. Madame, je ne vous coupe pas. Le décret a donné les activités de police municipale. Il demande que la NASLA les forme dans ce domaine-là, qui contiennent l'exercice des libertés publiques, les techniques de gestion de l'ordre urbain. Lisez l'article qui suit, ou la dernière qui suit, il dit pour tous les autres. Et toutes les missions, il ne s'agit pas simplement de ça, on a énuméré quelques-unes. La formation et le recyclage, oui, c'est-à-dire que pour tous les autres, ils sont dispensés par la National School of Local Administration, qui élabore les curricula de formation. Non, voilà. Il y a alors, dans la préparation de cette émission, je voudrais qu'on va sortir par là. Il y a un téléspectateur fidèle de scène de presse
qui me faisait remarquer que les municipalités peuvent puiser dans l'effectif de 929 élèves militaires sortis des rangs de l'armée et de la gendarmerie pour faux diplômes. Le ministre délégué à la Défense l'a dit, ils ont été sortis pour faux diplômes. Est-ce qu'on peut envisager un tel scénario? Un tel scénario est catastrophique. Ce n'est même pas le test parle même dit que ceux qui sont des agents... Il ne faut pas avoir appartenu... qui n'ont pas fait l'armée ou bien qui sont dans l'armée. Ils sont d'office exclus. Est-ce que ceux-là... Ceux-là ont fait faux. Ils ont quand même passé 3 mois là-bas. Hein. Même s'ils ne sont pas considérés, à partir du moment où ils sont victimes, ils sont pris pour faux usage de faux. Ils sont inéligibles. Ils sont disqualifiés pour enquête de moralité. Oui, oui. C'est-à-dire que cet élément, la moralité est douteuse. Elle n'est même plus douteuse, elle est affirmée. Elle est affirmée avec le renvoi, donc ils ne sont plus éligibles. Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Il nous reste à vous dire merci. Merci pour cet éclairage. Hein. Vous nous avez permis de comprendre le sens à donner à ce décret du président de la République fixant les modalités d'exercice de la police municipale dans notre pays. Le décret a été signé le 9 août dernier. Merci à vous qui nous regardez à la maison. Et si plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain. Bonne suite des programmes sur la CRTV.